Voilà, je vous présente le docteur Lydie Stella Kuchika. Donc, c'est une éminente chercheuse que j'ai rencontrée sur ResearchGate. Donc, je parcourais les profils là, mais je regarde, ah, mais quelle est cette scientifique avec des papiers vraiment d'impact dans Nature, dans tous surtout des grands journaux, des collaborations internationales. Chose qui est très rare chez nous au Congo. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas l'inviter sur la thématique qu'elle était en train de faire, donc notamment ici, la sécurité alimentaire et le développement durable. Donc, je veux la laisser la parole. Elle va se présenter, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle a fait, et on aura, pourquoi, 30 minutes d'exposé et puis 10 minutes de questions, 20 minutes de questions. Voilà. Madame Lydie, docteur Lydie. Oui, d'accord, merci. Merci. Donc, oula, je vais donc, pas de besoin de se poser. J'aime bien qu'on dise Stella, tout simplement. Je crois que docteur, ça ne sert pas de dire docteur, voilà. Donc, je suis Lydie Stella Kutika, pédologue. J'ai fait une partie de mes études en Russie avant de faire ma thèse de doctorat en France, à l'Université de Nancy 1. Puis, un peu récemment, j'ai fait mon HDR, toujours à l'Université de Nancy, qu'on appelle maintenant Lorraine. Donc, je suis spécialisée en sciences du sol, que j'ai commencé en Russie. Néanmoins, nous sommes arrivés à une époque une époque où vraiment le sol n'est pas fait juste pour rester le sol. On essaie de, pas qu'on essaie, on le met en relation avec toutes les autres sciences avec lesquelles il a des impacts et notamment c'est le but de cette présentation que je vais vous faire sur une partie de mes travaux suite à l'invitation que j'ai eue de M. Hardy. J'étais très content d'avoir cette invitation parce que, comme il a brièvement dit, j'ai plutôt un network au niveau international. Donc, il y a des gens que je sponsorise, que je mentor dans les pays comme le Gabon, le Ghana, mais pas dans mon propre pays. C'est un peu dommage. Donc là, ça serait peut-être l'occasion de présenter un peu brièvement ce que je fais. Peut-être pas tout ce que je fais, mais tout ce que je fais, mais pas seul, hein. Donc, justement, c'est au sein de cette collaboration. Les travaux que je vais vous présenter, c'est les travaux qui ont été faits soit à travers des projets au niveau européen, soit à travers de projets au niveau africain ou d'autres projets encore au niveau international. Donc, sans plus tarder, je vais en vous parler. Donc, vous allez, par contre, m'excuser si je vais vous parler du franc anglais parce qu'il y a beaucoup de termes que j'aurais du mal à faire, à dire en anglais. C'est pourquoi le support est en français, en anglais, même si je vais vous parler en anglais. Donc, donc, sans plus tarder, on va aller dans... Oh my God. Pas commencer. I cannot change it. Est-ce que, monsieur Nkodia, vous avez la même? Pourquoi je ne peux pas avoir la main? So you can change. Appuyez Ah, juste sur les touches directionnelles. mais justement, ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Ah, ça, c'est un bon. Voilà, donc, pour commencer, on va d'abord se mettre, il y a un questionnement qu'on va avoir. Donc, on va se dire, comment le sol en lui-même, je commence par là, le sol en lui-même est composé de plus de 50% du carbone. Donc, quand on parle de matière organique, on voit généralement le carbone, qui est très important. Il compose nos corps, il compose la biomasse, mais aussi vous savez qu'il est relié à, il est parmi, sinon le gaz le plus important des trois gaz les plus importants des gaz à changement, effet de serre, greenhouse gases. Qu'on appelle ça euh, gaz, oh my God, Effectivement. comment dire ça en français? Voilà, voilà. Et donc, là, on va parler comment, justement, le stockage du carbone et les bénéfices peuvent être reliés aux challenges environnementaux. Et donc, à partir de ce questionnement, on voit donc cette image que je vous montre. Vous pouvez voir au milieu, nous avons le sol, donc le stockage du carbone, qui peut être relié à beaucoup de processus qui se passent comme la minération du carbone, les exudats racinaires, le carbone souterrain, la décomposition du carbone. Et à côté de ça, on voit que les forêts tropicales arrive à emmagasiner jusqu'à 471 gigatonnes, ce qui est énorme. Et donc, par rapport à ça, on va voir à quel ODD ils sont reliés. Les ODD, comme nous le savons, ils sont 17, ils ont été
établis lors des conventions de Rio de 1995. Donc, il y en a 17. Et là, nous pouvons voir que le stockage du carbone de sol peut être relié à 6 principaux EDD, qui est zéro faim, bonne santé, l'énergie propre, la consommation, le changement climatique et la vie sur Terre. Donc, comment nous allons voir bien comment ce lien, comment il se fait. On peut dire que vraiment c'est relié à ces EDD, parce que très souvent, c'est pour ça qu'il y a ce qui est sous-évalué, parce qu'on n'arrive pas à donner toute la place qu'il faut à la Terre. Peut-être parce qu'on marche dessus, hein, et c'est pour ça qu'on ne lui donne pas l'importance, mais l'importance capitale. Et donc, là, donc, next, on va avoir, cette image représente le stockage de carbone relié aux EDD de l'agenda 2030. Et donc là, maintenant, nous allons un peu plus profondément pour voir la santé des sols. Un sol sain, comment il peut être lié aux sociétés. Donc, le bien-être des sociétés est vivant dans un environnement sain. Il peut être relié aux EDD pour permettre la bonne santé et le bien-être par les ODD comme le 15, en augmentant la pollution forestière, par exemple, par les ODD 15 toujours en luttant contre la désertification, parce qu'un sol sain permet d'avoir une bonne biomasse et les plantes poussent en lutte contre la désertification, en permettant la biodiversité des écosystèmes. Nous avons une perte de biodiversité énorme, je peux le dire, peut-être les plus jeunes ne comprendront pas. Dans le temps, on avait ce qu'on appelait vivre durement. C'était des sauterelles qui sortaient au temps de Yombi. Maintenant, on ne les trouve même pas. Donc, vous allez voir même autour de vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses qu'on avait qui disparaissent. Donc, la biodiversité est en danger, qu'elle soit animale, végétale ou marine. Et donc, comment elle est aussi reliée à la préservation des eaux, parce qu'elle permet, un sol sain permet le stockage de l'eau, pas seulement dans le sol pour la production de la plante, mais aussi dans les réservoirs de végétation. Comment elle peut être liée aussi à la restauration du sol, des terres plutôt, et comment elle peut permettre à lutter contre et à permettre l'adaptation et la résilience au changement climatique, donc à lutter contre le changement climatique et le bien-être. Un sol sain peut aussi permettre à lutter contre la pollution, à Mhm. diminuer la pauvreté. Lorsqu'on a un sol sain, donc on a plus de culture, on va avoir plus de rendement, on va vendre ses produits, on aura de l'argent pour envoyer les enfants à l'école, une bonne éducation, donc on diminue la pauvreté. Et enfin, comment elle peut permettre d'avoir une meilleure production des cultures. Et donc, tout ça, ça nous amène à une publication qui a été faite en 2022, où nous mettons le sol au centre avec les ODD auxquels il contribue. Et donc, après cela, donc, nous allons partir avec des exemples concrets, en commençant par l'Amazonie brésilienne. J'ai fait ma thèse sur l'Amazonie brésilienne, bien que la faisons en France, mais sur l'Amazonie brésilienne. Donc là, on va voir un exemple qui s'est passé dans l'état on appelle l'état de Pará, qui est dans le nord-est de l'Amazonie. Donc, c'est l'état dans lequel on a les arbres les plus grands au Brésil se trouvent dans cet état, sur des sols très pauvres. Et donc, cet état a connu une grande déforestation dans les années 90. Maintenant, on est en train de replanter avec des espèces exotiques, malheureusement, mais aussi le système agroforestier, comme on le verra à la fin de cette présentation, qui est aussi très présent là-bas. Et donc là, l'exemple sur lequel que j'ai voulu vous montrer se base sur le stockage du carbone. Donc, on avait donc essayé d'étudier le carbone du sol sur 1 mètre, comme vous pouvez voir du début 1 mètre, et on s'est rendu compte que donc, le carbone d'origine forestière, c'est l'image ici, je ne sais même pas si ma souris marche ici, et ça, c'est le carbone au total. Et là, nous allons voir que nous avons 116 tonnes par hectare sur 1 mètre de profondeur, contre beaucoup plus avec la forêt, la prairie de 17 ans. Donc, nous avons les prairies de 7, 12, 17 ans. Donc, je reviens ici avec ma souris, 7, 12, 17 ans. Donc, nous avons plus de carbone dans la prairie de 17 ans que la forêt naturelle. Et là, quand on voit les carbones d'origine forestière, carbone derived for forest, on voit bien que, évidemment, là, il y en a plus, mais
la pâturage, la prairie qui a plus, hein, c'est celle plutôt de 12 ans. Et là, quand on voit des chiffres comme ça, on dit super, on a vraiment plus de carbone. Donc, c'est bien déforesté d'installer des pâturages. Vous vous rendez compte? Dans la forêt, on n'a que 28,7 et dans la pâturage, on a 37,8. On dit super, donc on déforeste, c'est pas grave, on met le pâturage, on va avoir la viande et on va avoir le stockage du carbone. Ben, on va voir vraiment si c'est vraiment, on devait se réjouir. Moi, je me rappelle quand j'avais eu ce résultat, quand je faisais ma thèse, j'étais toute excitée. Je vois mon directeur de thèse, je dis, mais c'est super, on a plus de carbone, on a plus de carbone. On a bien voulu voir de quoi a été fait ce carbone. Là, donc, la qualité du carbone. On est arrivé, donc, on a minéralisé le carbone pendant 100 jours. Et là, regardez bien. Donc, en bleu, c'est la prairie de 17 ans. Donc, jusqu'à 60 jours, elle minéralisait moins. Et tout d'un coup, plouf, elle minéralise plus que la forêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien que le carbone soit stocké beaucoup plus dans cette pâturage de 17 ans, la qualité n'est pas bonne. Et donc là, on se retrouve tout à l'heure, on disait un sol sain est relié aux ZDD, la restauration des terres. On dit, oh, il y a un problème. Et donc, cela nous mène à ce schéma que je vais vous montrer dans l'Amazonie, où on voit bien que nous ayons l'augmentation du stock de carbone, on a quand même une diminution de la qualité. Donc, selon le sens où on va aller, donc cela peut agir négativement sur le changement climatique, puisque la qualité n'est pas bonne. La matière organique est labile, elle minéralise plus. Donc, il y aura plus de CO2 qui va être envoyé dans l'atmosphère. Par rapport à la biodiversité, la qualité du sol n'est pas si bonne que ça, même si le stockage est en bonne partie. Alors, comment ça va agir sur la biodiversité? Et évidemment, la restauration des sols. Donc là, on se dit, voilà, un sol sain et autour de ça, non. Le stockage du carbone est lié à la qualité du carbone. Donc, ce stockage peut entraîner une bonne qualité de carbone, comme il peut entraîner une mauvaise qualité de la matière organique, et cela va avoir un impact plutôt négatif sur les EDD et les mettre en danger, en péril. Et donc, on va quitter le Brésil pour revenir ici chez nous, pour venir chez nous. Parce que moi, je vous dirais une anecdote, j'aime bien dire ça, parce que j'ai vu la forêt d'Amazonie bien avant vu la forêt de mon pays. Parce que quand j'ai fini ma thèse, après, j'avais un tour en 2007, je suis allée au nord. C'est là que j'ai vu la forêt tropicale. J'ai dit, ah, mais ça ressemble au Brésil, puisque je connaissais le Brésil, mais pas le bassin du Congo. Et là, on va y arriver au bassin du Congo, ce beau bassin du Congo dont nous devons prendre soin, qui est le deuxième bassin, deuxième surface de forêt tropicale humide la plus large après l'Amazonie et qui est tellement méconnue, qui n'est pas aussi bien étudiée que l'Amazonie parce que tout le monde est très enthousiaste de parler d'Amazonie parce qu'il y a des fonds, mais aussi parce que les gens de la région, nous ne savons pas mettre en valeur ce que nous avons, nous ne savons pas mettre, c'est comme quelqu'un qui a une richesse qu'il a mis sous son lit, qui ne fait pas connaître cette richesse, mais les autres ne viendront pas pour chercher ce qu'il y a sous ton lit si tu ne sais pas mettre. Et ça, les Américains du Sud savent le faire. Ils savent parler de l'Amazonie, ils savent ils ont des jeux, ils ont des publications, ils ont des PhD. Et bien voilà, tout le monde parle d'Amazonie. Dès qu'il s'agit du bassin du Congo, personne ne veut investir, on ne veut pas avoir des fonds. Quand il s'agit d'Amazonie, tout le monde accourt. Ben voilà. Donc c'est aussi pour les plus jeunes qui ont écouté de savoir que nous avons un bassin du Congo qui a besoin d'être mis en valeur et que nous avons tous une tâche à agir. Donc, on revient donc chez nous ici en Amazonie, dans le bassin du Congo, en République du Congo. Et là, nous allons parler plutôt, peut-être pas de la forêt naturelle, mais des plantations d'eucalyptus d'acacées qui ont commencé à être plantées dans les plaines côtières depuis les années 50, quand même, c'était sur 42 000 hectares. Malheureusement, avec la dégradation et le pillage, nous sommes pas aux alentours peut-être de même une vingtaine maintenant, parce que ça a été pillé, donc on ne sait pas garder non plus. Donc là, on va se contenter sur l'azote et le carbone d'abord, et on va voir ce graphe qui nous montre comment le stockage du carbone, là, augmente dans la plantation mixte 50 acacia, 50 eucalyptus. Donc, nous avons plus de carbone avec les retombées annuelles qui sont aussi plus importantes par rapport à la monoculture d'eucalyptus où dans le carbone, ça pour l'azote plutôt et le carbone. Et donc là, on arrive à ça, on voit qu'il y a une augmentation de stock de carbone super, d'azote plutôt super. L'azote, il y a des éléments limitants dans nos sols parce que c'est des sols tropicaux qui n'ont pas connu la période interglaciaire, qui sont pauvres en nutriments, notamment l'azote. Et c'est pour ça qu'on introduit des espèces fixatrices d'azote afin qu'ils puissent fixer l'azote de l'atmosphère en sachant que nous avons près de 70% d'azote dans l'atmosphère. Donc, ces plantes comme le flamboyant, qui est aussi une fixatrice d'azote, comme l'haricot, fixent l'atmosphère
euh, fixe l'azote de l'atmosphère pour enrichir le sol. Et dans ce cas, nous avons l'augmentation du carbone. C'est une bonne chose. On dit super, on arrive à augmenter le stockage du carbone. Ça, de l'azote, c'est une bonne chose. Et nous avons la même chose aussi pour le carbone. On dit c'est super, mais ceci ne se passe que dans les plantations mixtes. Ça veut dire où on a 50% d'acacia, 50% d'azote. Et ça, vous allez le voir un peu plus tard. J'espère que je vais y revenir pour montrer que les monocultures, maintenant les plantes de moins en moins, ont moins d'impact positif, l'impact positif sur la nature et sur la restauration du sol que ne le sont les plantations mixtes dans ce cas-ci où nous associons une fixatrice d'azote et non fixatrice d'azote. Donc, après ce résultat que nous avons eu, nous avons voulu en savoir un peu plus. Là, on a vu pour le carbone et l'azote qui augmente le stock jusqu'à 25 pour 25 cm. On dit c'est super. Dans des sols sableux de plaine côtière, nous avons plus de 70 pour 90% de sable. C'est vraiment un exploit d'avoir le carbone qui augmente, même si la qualité, nous allons le voir tout à l'heure, n'est pas toujours ce qu'on attend, mais on a déjà le stockage du carbone. Donc, ce travail a fait l'objet de beaucoup de citations. Donc, c'est un article qui est par 2014, il est cité partout. Et c'était bien de le faire. Après, il y a d'autres qui disent, voilà, ça a été fait, petit cas, il est 2014. Mais c'est bien de voir qu'on peut faire avec les moyens que nous avons. C'était dans le cadre d'un projet qu'on appelait Intensifix, financé par l'ANR, et qui comprenait le Congo, le Brésil, et la France. En France, on plantait pas l'acacia, mais le robinia, qui est aussi une fixatrice d'azote. Mais tenez-vous bien, les plus grands résultats ont été trouvés dans nos sols parce que c'est des sols plus pauvres et qui demandaient une meilleure gestion, notamment l'introduction des espèces fixatrices d'azote. Donc, on va maintenant aller voir un autre élément, juste après ça, c'est le phosphore. Pourquoi le phosphore? Le phosphore était pauvre dans nos sols. Les sols tropicaux contiennent généralement des oxydes de fer. Donc, les oxydes de fer fixent le phosphore, si bien qu'il est toujours en manque dans nos sols. Et donc, d'où l'importance de voir qu'est-ce qui devient dans les plantations mixtes et comment on peut faire pour les ménager. Et c'est un élément à utilisation limitée. Vous savez que le phosphore, on l'a partout dans nos ADN, dans nos dents, dans nos squelettes, dans nos ongles, mais c'est un produit comment dirais-je, fini et qu'il faut savoir gérer. Il y a des pays comme les Pays-Bas où on essaie de prendre le phosphore des urines pour les utiliser parce que c'est un produit qui est fini et nous avons des grands stocks comme on a au Maroc. C'est parmi les stocks les plus grands de phosphore, mais c'est un produit qui finira un jour. Donc les gens pensent déjà à voir qu'est-ce qu'on va faire pour le phosphore. Nous en avons aussi besoin dans nos allumettes, comme vous le savez. Et donc là, le phosphore, on va arriver, et là, on a pu, donc, à partir des analyses, des courbes de thermogrammétrie, on a pu trouver que nous avons plus d'humification dans toujours le mix. Vous voyez là, c'est le mix, je vais y venir avec ma souris, Acacia plus Eucalyptus, 50%, que dans les autres monocultures, Acacia ou Eucalyptus. Et là, nous avons plus de dynamique lorsqu'on voit la litière que la forêt, le sol minéral. Donc, dans la litière, justement, qui contient plus d'activités microbiennes, plus de débris végétaux, on a plus d'activités. Et là, on montre aussi que le phosphore est vraiment plus important, comme je disais, dans la litière que dans le sol lui-même. Et là, on se paye l'attention, on paye l'attention. On dit, voilà, il y a l'activité microbienne qui est plus grande dans la litière. On est curieux, on veut aller plus loin. Justement, c'est un peu ça la recherche. Faut que, quand tu as des résultats, tu te poses des questions, tu dis, je vais aller plus loin. Parce que tout ça, ça rentre dans le cycle des éléments, ça rentre dans le cycle de la restauration des sols, ça rentre dans le cycle de la restauration des terres, ça rentre dans le cycle de la restauration de l'environnement et en conséquence dans le monde dans lequel nous vivons. Et donc là, nous sommes allés à regarder la communauté bactérienne. Ça, c'est des analyses qui se sont faites en Italie. J'avais un financement de base Enea. Donc, et en faisant ces analyses, on a vu qu'on avait beaucoup d'actinobactériens. Mais l'actinobactérien est très sensible au soufre. Et là, on avait un Carlo Herba, donc pour les analyses élémentaires. On avait beaucoup de soufre. Moi, j'étais curieuse. Je dis, mais pourquoi il y a autant de soufre? On a voulu voir plus loin. Évidemment, on voit qu'il y a plus de bactéries. On s'est dit, il y a un problème qui se passe. Pourquoi ces sols des plaines côtières ont plus de phosphore, de soufre? Nous, on peut bien voir. Et du coup, on a pensé à l'exploitation forestière, mais ça, c'est un autre, ça pourra faire l'objet d'une autre présentation. Mais ça, on allait plus loin pour voir, effectivement, il y a une relation entre le soufre qu'on trouve de manière forte, je dirais, une concentration forte dans les sols côtières qu'ailleurs. Donc, nous voulons faire la comparaison avec des sols
un peu plus loin des côtes pour voir ce qui se passerait. Et là, on a pu voir l'actinobacteria est une bactérie très, très positive parce qu'elle permet elle stimule la décomposition de la matière organique. Mais en même temps, elle est présente que dans les lieux pollués par des excès de sulfure comme en Chine, on a pu le démontrer. Et là, ça attirait notre attention. On dit, on veut aller plus loin. On a donc voulu voir avec la communauté fungi, champignons, je pense, parce que c'est plus, et la communauté des champignons, elle est plus sensible. Et là, on a vu qu'il y a une prédominance des actomycota, et nous pouvons voir que c'est le champignon le dominant. Mais la mauvaise nouvelle, c'est de savoir que ce champignon, qui est très important pour booster le sol, à lutter contre des phénomènes comme les sécheresses que nous connaissons maintenant, même si le cycle de l'eau ou les quantités de l'eau restent les mêmes, la répartition change parce qu'au cours de l'année, on va avoir 1200 millimètres, on va dire, ben, on a toujours eu 1200 millimètres, mais la répartition n'est pas la même. Et ces ascomycota aident à lutter contre les sécheresses. Et ces actomycétas sont négativement corrélés au soufre. Ça veut dire que dans les sols des plaines côtières, où nous avons des concentrations élevées de soufre, on aura de moins en moins des ascomycota et on aura de moins en moins le potentiel naturel de ce sol à lutter contre la sécheresse. Donc, vous voyez que activité de l'homme, il y a un papier, on a fait un papier là-dessus, activité de l'homme et conséquences sur l'environnement et par conséquent sur nos vies. Et tout ça, c'est à base du sol qu'on le fait. Justement, l'image que je vous ai montrée au départ, on avait le sol avec tous les EDD, le sol est là, tout silencieux. Et quand j'avais trouvé ces résultats en truc avec les collègues italiens, j'ai dit, c'est pas possible. Là, c'est le sol qui est là, inerte, depuis qu'on fait l'exploitation du pétrole il y a près de 3 décennies. Et nous, les humains, on n'a rien vu, mais le sol, lui, l'a enregistré. Il y avait l'exploitation du pétrole et il était en train d'emmagasiner le soufre. Il a fait multiplier sa proportion d'action mycota. Il est inerte, pourtant, il est invisible, presque, on pourrait dire, sous-évalué, mais celui qui nous indique, attention, moi, je suis en train d'absorber, ça veut dire que vous avez absorbé aussi, même si vous ne le montrez pas pendant que vous êtes là. Et donc là, ça nous pousse maintenant à aller à parler donc de l'ensemble des analyses que nous avons fait au cours de ce projet qu'on appelait Intensifix, qui comprenait l'Italie, non, le Brésil, la France et le Congo, les plaines côtières. Et ça nous donne ce schéma que j'aime bien montrer parce que vous allez voir qu'on a vu, on a regardé un peu tout, c'était un grand projet et dans lequel nous avons beaucoup de travail, même après la fin des projets. Il y a eu d'autres financements, évidemment, comme les financements de l'UNESCO avec TVAS. Mais vous voyez que nous avons pu avoir le, la biomasse aérienne. On a pu voir que la biomasse aérienne augmentait dans les plantations mixtes. Donc, l'azote fixé par les fixatrices était bénéficié aussi au non fixateur d'azote. Nous avons vu les attributs du sol comme le carbone, l'azote, le phosphore. Nous avons vu la communauté des champignons, comment nous avons plus d'ascomycota, mais qui ont une tendance à baisser. Nous avons vu les bactéries, la communauté bactérienne, comment elles sont, les actinobactéries sont plutôt augmentent, mais ne réagissent que dans des endroits où on a des grandes concentrations, montrant que nous avons certainement dans cette région de plaine côtière congolaise l'impact des activités d'exploitation du pétrole, des activités pétrolières qui ont eu sur l'environnement et sur le sol qui a enregistré. Et donc, après cela, nous pouvons voir que par rapport aux EDD, je les avais mis en bas, donc là, je mets comment c'est positif, c'est vert, et quand c'est en danger, avec l'augmentation, l'exploitation pétrolière et le risque de la diminution des ascomycota comme champignons, nous avons les ODD comme le 12, le 13, le 15 qui sont en danger ici, et plus loin, ici, je veux dire, et plus loin, nous avons la communauté bactérienne aussi qui peut mettre en danger ces EDD, alors que de l'autre côté, c'était plutôt positif. Et là encore au centre, nous avons le sol avec la biomasse et les EDD avec les activités fongiales. Donc, quand on était à ce niveau-là, on a plutôt des stocks. Mais quand on va plus loin, on a des stocks, on dit ça augmente, ça baisse. Mais quand on va plus loin, avec des analyses plus fines, comme la détermination des communautés bactériennes ou
du champignon. Voilà, là, on réalise qu'on a plus de précision sur ce qui est en train de se passer. Et donc, ce sol qui est là, dont l'importance est sous-estimée, mais qui enregistre les changements qui se font au niveau des terres, au niveau de l'environnement, par rapport à nos activités que nous menons, que ce soit en bien comme la forestation, c'est une activité positive de l'homme, hein, parce que la forestation a quand même des effets positifs, donc, surtout dans un pays comme le Congo, qui est quand même le troisième pays qui a la surface la plus grande de la plus grande surface à forester. Après le Rwanda, vous n'allez pas le croire, et le Burundi. Donc, c'est des plus petits pays, mais ils ont les plus grandes surfaces à forester en Afrique centrale. Et le Congo à la troisième place, que nous pourrions perdre si on continue encore à couper les plantations forestières qui ont été installées dans le Kwilu, vers le Dima, et un peu en plus petite quantité dans la région du pôle, dans le nord du pôle. Mais maintenant, c'est en train de se faire avec tous ces projets qui se font. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont, mais, je crois que le SNR est bien impliqué là-dessus. On est en train de planter et dans le nord. Donc, je crois que ces surfaces vont augmenter. Mais le problème, ce n'est pas augmenter ces surfaces, mais aussi d'en prendre soin et les entretenir, renouveler et les garder. Donc, ceci nous emmène maintenant, après ça, bon, ça c'est une publication qui a été faite en 2025, qui est beaucoup citée, parce qu'en fait, c'est surtout celle dans laquelle on demande est-ce que l'hydroxyde de soufre revient des pétroles ou pas. Nous sommes en train de faire des analyses supplémentaires avec un collègue pour démontrer cette fois-ci avec des précisions par rapport aux quantités de cette hydroxyde de soufre qui sont connectées. Mais nous avons des difficultés parce que les compagnies pétrolières, évidemment, ne veulent pas nous donner des données, sauf si on passe par les ministères. C'est quelque chose qu'on est en train de vouloir arranger. Là, ça sera encore une publication qui viendra voir comment ce pétrole qu'on exploite, c'est vrai qu'on a le pétrole, comment il est en train d'agir sur l'environnement en négatif, hein. Là, on parle de négatif, certainement en bien aussi, mais là, c'est vraiment du négatif et que nous devons en être conscients. Et donc, à partir de là, je vais donc aller sur l'autre partie pour vous parler maintenant le contexte hein, des éco-bénéfices. Donc là, je vais vous parler ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature, qui est l'agroforesterie, qu'on encourage beaucoup. Ça, c'est un projet financé par euh, l'UNESCO avec la Fondation Elsevier, où nous voulons aider les femmes des plaines côtières, dans les sols sableux, un peu à l'identique de ce qu'on trouve dans le pool, hein, sinon un peu plus pauvre ici, parce qu'on n'est quand même pas loin de la mer, avec plus de 90% de sable. Comment augmenter ici la qualité des sols, la fertilité des sols avec le stockage du carbone et les écosystèmes qu'ils peuvent euh, bah, engendrer. Et donc là, on a on réduit en même temps avec l'agroforesterie, on réduit les effets négatifs du changement climatique, on permet aux populations de mieux manger, mais aussi d'avoir de l'énergie, parce qu'en agroforesterie, on peut faire l'élagage des branches, avoir du plan. En même temps, on garde la plante qui va permettre de lutter contre le changement climatique en séquestrant du carbone et on aide à l'autonomisation des femmes. Nous savons qu'en Afrique, généralement, dans tous les pays, plus de 50% des personnes travaillant dans l'agriculture sont des femmes, mais beaucoup moins sont propriétaires et c'est souvent des personnes qui vivent dans des conditions difficiles. Et ce projet avait pour but justement de, pas seulement de réduire les effets négatifs du changement climatique, de permettre aux gens de voir le bois de chauffe, par exemple, mais aussi de permettre l'égalité l'autonomisation des femmes ou l'égalité des femmes. Donc, toujours dans ce contexte, ce projet a été, il est à la fin presque, nous avons eu pas mal de résultats, mais c'est dans le sens où c'est très difficile d'instaurer un projet dans un pays comme le Congo, dans une région comme les plaines côtières, où les gens sont tellement cupides que nous avons eu beaucoup de difficultés. Par exemple, je vais vous dire une anecdote, il y a eu un village qu'on appelle Sita, on a donné les produits, on leur a dit, ben, au moment de la récolte, nous voulons bien connaître les quantités, donc vous nous ferez signe pour que nous vous enlevez, on pèse, on vous remettra la marchandise que nous leur avons donnée. Savez-vous ce qui s'est passé? Ben, quand on est repassé, on leur a dit, ben, on repasse vendredi, on est arrivé vendredi, ils avaient tout arraché déjà avant.
Et là, deuxième fois, on repasse, on donne, on dit, ben, il faut planter, on viendra prendre le truc, pas toujours le même village ailleurs. Ils partent planter où ils veulent. Et pire encore, il y a un monsieur qui était directeur du centre où je travaillais, le monsieur Sayed, de fin Sayed, il est mort. Il faisait partie d'un projet qu'on appelait, oh my God, avec les acacias, je crois que c'est Macala, un truc comme ça. Et donc, en RDC, ils n'ont pas eu de problème. Ils ont donné des plans. 6 mois après, ils sont passés. Les gens avaient planté parce qu'ils ont cette culture. Ils savent que c'est des fixateurs d'azote. À un moment, il y aura plus de manioc. Et voilà. Au Congo, ils sont arrivés, que ce soit la partie pôle nord vers Mati ou bien partie pôle sud. Mais les gens avaient mis les plans à côté, ils les attendaient qu'on vienne leur donner de l'argent pour qu'ils plantent. Vous voyez la mentalité, ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on rencontre quand nous avons des projets, quand bien même on a la bonne volonté de mettre les gens, mais c'est déjà euh, une mentalité qu'il faut travailler. Donc nous avons eu beaucoup plus de résultats sur le plan socio-économique. Par contre, le plan vraiment physique des résultats où on a vraiment planté, qu'on va voir comment le carbone augmente, c'est quelque chose qu'on est en train de voir. Certainement, il faut trouver un autre fonds pour continuer avec les mêmes personnes, faire beaucoup plus de formation, essayer de vraiment de motiver les gens et de donner, donner peut-être la raison aux gens de pratiquer ce qu'on leur apporte comme technique. Ils connaissaient déjà parce que l'agroforesterie a toujours été pratiquée même si ça n'a pas été documenté, elle a toujours été pratiquée en Afrique. Donc, c'est quelque chose que nous n'apportons pas, mais c'est quelque chose que nous voulons euh, faire adapter en tenant compte des traditions ou des connaissances traditionnelles et ce qui fera le succès de ce, de ce projet d'agroforesterie. Mais on n'a pas encore abandonné, on y tient, on va y arriver. Après un moment, verra comment s'étendre dans les régions comme le Poul, ou bien parce que c'est la même texture et d'autres plus proches comme le Niari, mais justement par rapport au Niari, j'y viens. Alors, après ça, donc, je vais vous montrer maintenant comment la matière organique, comment le sol peut-il être géré et vraiment vous parler de tout ce que je suis en train de vous dire. Vous dites, ah, cette femme-là, elle nous remplit les oreilles avec sa gestion de carbone. Mais voilà. Donc, ici, je vais vous montrer que nous avons toujours eu cette culture. On dit, ah ben non, les sols de plaine côtière, ben non, elles sont pauvres, c'est du sable, il faut aller dans le Niari. Eh bien, nous, on a cette publication-là qui est sous presse avec un projet de l'UNESCO comprenant le Mexique, les États-Unis, le Chili, le Congo. On a pu faire à base du modèle ROTC modèle, voir que justement, le grenier du Congo, qu'on disait le Niari, c'est des régions où nous avons quand même la perte du carbone, alors que les plaines côtières, avant, mais que certainement avant que ce soit pillé maintenant, où nous avons eu à planter, nous voyons quand même que c'est un peu plus vert. Donc, toutes les régions, vous voyez les couleurs un peu orange, rouge, c'est les couleurs où nous avons la perte de carbone. Et tout ce qui est plus vert, c'est un gain. Et donc, par rapport à ça, c'est pour montrer que les régions, on a pratiqué l'agriculture intensive sans euh, des, des pratiques durables, hein, comme l'agroforesterie, comme la gestion des rémanents, un peu comme on le fait dans certaines régions de Bouenza. Vous pensez passer et mettre les résidus organiques, ils mettent l'enfouissement. Tant qu'on n'a pas fait utiliser les pratiques durables, nos sols tropicaux, qui sont déjà à l'origine très pauvres, tendent à l'appauvrissement et ne peuvent plus stocker le carbone comme le montre ce papier. Et cet article paraîtra bientôt, il est déjà accepté puisqu'il est déjà sous presse. Et donc, moi, je me suis amusée de prendre des photos et vous voyez donc les deux différents. De prendre des photos de l'endroit où je vis à Pointe-Noire. Et ça, c'était en 2011. Vous voyez, le sol est blanc, hein, presque autant aussi blanc que le sol, que le sable à côté. Que le sable à côté. Et étant donné que j'ai vécu aux Pays-Bas, et là, on fait la gestion des matières organiques, mes poubelles sont toujours triées. Donc, dans ma cour, rien d'organique ne sort. Et là, je vais vous montrer donc la photo, c'est pas pour faire la pub chez moi, la photo qui a été prise 13 ans plus tard. Vous voyez le même environnement. Et ça, c'est quand je le dis aux gens, les gens ne croient pas, c'est des euh, passiflore, du saccade, des corossums qui poussent sur un sol qui a 90% de sable, mais un sol dans lequel la matière organique a été gérée, laissée sur le compte. Donc, ça fait du fumier retourné. Donc, comment dire, c'est justement pour dire que nous pouvons, à grande échelle, avoir cette culture, d'avoir des pratiques durables et faire
de nos sols, des sols où on peut, et là c'est sans utilisation d'engrais, hein, où on peut avoir des bons rendements. Nous, on est contre les utilisations des matières, des fertilisants chimiques, parce qu'en fait, à un moment, quand le sol est pollué, il faudra une centaine d'années pour le dépolluer et nous n'en avons pas les mêmes moyens. On peut voir l'exemple de certains pays comme la Chine, comme l'Est de la France, par exemple, l'Ouest de la France, avec les bœufs qui ont pollué les sols. Nous n'en sommes pas. Donc, ce que nous voulons, c'est encourager justement, comme à l'instar du projet que je vous ai montré, encourager les femmes rurales, encourager tout le monde d'avoir plutôt des pratiques durables basées sur la nature pour changer les qualités des sols et pour justement faire bénéficier à la nature les co-bénéfices que nous pourrons avoir. Et donc, après cela, je vais vous parler des perspectives. Donc, les perspectives, c'est de voir comment la stabilité du sol peut être renforcée dans les solutions basées sur la nature. Nous avons pu voir le cas d'Amazonie, même s'il y a eu le stockage, la qualité n'était pas bonne. On a vu le cas du Congo, dans ces plantations forestières. Nous avons beaucoup de carbone, et l'azote aussi, mais on s'est rendu compte que nous-mêmes, les activités humaines font de sorte que le sol, quelque part, nous sommes en train de le polluer. Je ne dis pas qu'il est vraiment pollué, mais s'il a réussi à avoir une tendance et on continue à avoir les mêmes pratiques et si on n'en prend pas soin. Et cela se fait à travers trois networks, trois réseaux dont je voudrais vous parler. Le premier, c'est Sciences Panel pour le bassin du Congo. Nous avons eu nous avons présenté le résumé à la COP au Brésil. Le lancement de ce rapport, qui est le premier rapport d'évaluation du bassin du Congo qui se base sur les publications faites dans le bassin du Congo, va se faire, heureusement pour nous, à Brazzaville lors de la réunion des banques africaines au mois de mai. Le deuxième, c'est celui qu'on appelle Congo Basin Science Initiative, qui est basé en RDC, mais aussi en Angleterre, mais dans lequel nous avons quelques Congolais, mais pas suffisamment à mon goût, parce que c'est plutôt les gens du Cameroun, RDC qui sont en grand nombre, alors que nous, effectivement, les bourses qui sont là, on a eu je crois qu'on a eu 3 bourses au Congo, 2 masters, un PhD, mais les autres en ont eu un peu plus parce que c'est compétitif, ça se base, donc vous pouvez prendre pas pour cette fois-ci, il n'y a plus de bourses, mais au moins pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment adhérer à savoir ce que c'est que ce Congo Basin Science Initiative. Nous avons le troisième, One Forest Vision, il y a eu récemment, je crois que c'était le 13 février, le lancement de quelques chercheurs qui travaillent avec quelques Congolais, mais je ne sais pas si vous êtes aussi au courant de ça, mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se font dans la région. Il serait important que vous en preniez connaissance pour voir où est-ce que vous pouvez apporter aussi votre connaissance. Et pour revenir le premier, le Sciences Panel pour le bassin du Congo, au sein duquel nous allons lancer le premier assessment report, il a été fait à base de personnes qui ont déjà publié. Donc, c'est pour aussi inciter les jeunes à savoir que vous pouvez faire de la recherche aussi bonne qu'elle est. Si vous n'avez pas de publication, à la fin des fins, c'est des publications qu'on regarde pour que vous soyez retenu quelque part. C'est à base de vos publications. Et moi, je dis toujours aux jeunes, il n'y a pas question de dire, ben, c'est bien quand tu as une possibilité comme M. Mandel qui est au Canada ou M. Kodia qui est en Corée, Corée du Sud, c'est une bonne chose. Mais si vous êtes sur place, je sais que l'Internet est difficile, vous travaillez dur, vous publiez dans des bonnes revues, ben, l'international viendra vous chercher au Congo pour contribuer au truc. Donc, tout n'est que ce que vous faites. En fait, c'est une manière de s'aimer, comme on dit avec la Madame Toumi, la professeure Toumi en a parlé. Tu sèmes et tu récoltes après. C'est comme quand tu mets la graine d'arachide dans ton sol, après un moment, il produit, il fait des fruits. Et vous, c'est pareil. Donc, ce n'est que le travail qui va faire que vous soyez impliqués dans ces réseaux dont je vous parle à Paris-Gannes, parce que nous, en ce moment, on est les derniers. Hein. Sciences Panel pour le bassin du Congo, ben, je vous jure que le Congo a mis autant de chercheurs presque la RCA qui n'a peut-être moins de chercheurs. Donc, c'est vous dire que les gens n'ont pas voulu s'impliquer, on a invité, ils n'ont pas voulu, et on se retrouve le pays où il y a vraiment très peu de gens qui ont contribué, mais qu'à cela ne tienne, il y aura un deuxième rapport d'évaluation qui se fera dans quelques années entre-temps, publié parce que ça se fait à base de la synthèse des résultats existants. On ne va pas aller prendre des résultats qui existent dans les
dans les tiroirs. Et ce rapport nous a permis à identifier les lacunes qui sont prises en compte par le Congo Basin Science Initiative et One Forest Vision. Mais ça, c'était vraiment primordial. Nous l'avons fait à l'exemple de ce qui a été fait en Amazonie. L'Amazonie avait présenté son rapport, premier rapport d'assessment, c'était à Glasgow. Et là, à Belém, ils ont présenté leur deuxième. Nous en serons encore à notre premier, mais c'est déjà un acquis. Je vous jure qu'il est online. Vous pourrez cliquer facilement Congo Basin Résilience. Tout le monde est en train de cliquer pour voir, dire, mais dans cette région, il n'y a rien de sort. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il est en train de, avant qu'il soit même fini, la curiosité, c'est vrai, mais ceci pour montrer que les scientifiques de la région, même si on a un retard, il faut le reconnaître, hein, on a un retard. Hein, on va pas faire l'autruche, on va pas casser la tête sous le sable. Là. On a un retard, même si on a un retard. Il est temps, surtout à travers les jeunes, de savoir que seul le travail euh, euh, paye, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Et après, les solutions basées sur la nature, c'est sur cela que nous voulons vraiment nous atteler à éduquer la situation, à prendre soin de cette belle nature que Dieu nous a donnée, dont nous ne savons pas prendre soin, dont nous ne savons pas faire la publicité. Et la publicité se fait à travers des papiers, hein, parce que tu peux venir. Et en ce moment, avec ces Sciences Panel, le rapport d'évaluation, nous voulons intéresser les politiques. Moi, je me rappelle qu'on a lancé le résumé. Madame Nono était là, elle a pris le papier, elle était contente. Et on va présenter aux politiques lors de la sommet comment on appelle ça, Banque africaine. Et vous travaillez, les jeunes. Et après, en comprenant que nous devons intéresser nos politiques parce qu'à la fin, nous, nous devons avoir aussi des fonds de ces politiques. Une fois la recherche est là, ils vont bien comprendre que pour sauvegarder ce bassin du Congo, qui entre-temps, hein, mauvaise nouvelle, pendant la dernière décennie, on est en train de déforester beaucoup plus qu'ailleurs, alors que avant, on était, même si en ce moment, on stocke plus de carbone que l'Amazonie, mais on déforeste beaucoup. Donc, ne dormons pas sur nos lauriers. Il y a encore du travail. Et il y en a encore du travail. Il y aura toujours du travail. Il faut commencer vraiment à se mettre au niveau international pour sauvegarder ce que la nature nous a donné. Et maintenant, ce, cette, ce besoin de voir comment l'activité du biote du sol peut refléter la santé du sol, de la terre, de l'environnement. Nous sommes en train de le voir au niveau du Brésil, de l'Union européenne avec l'Italie et de la ville du Sud-Est. Et ces résultats vont être présentés, il y a des présentations orales qui vont être faites au Congrès international de sol qui va se faire en Chine cette année. Oui, donc ça, c'est les trois régions. Donc, Congo-Bézine, le Brésil, Congo-Brésil, donc c'est les plaines côtières, mais on peut encore mettre d'autres sites hein, si on a les fonds. Il y a l'Italie et à Bornéo. Et à la fin, c'est pour vous dire, pour finir, hein, c'est pour vous dire que le sol, un fondement sous-évalué, mais un fondement de la sécurité qui peut assurer la sécurité alimentaire et le développement durable, en tenant compte que le développement durable contient ou bien inclut le bien-être des gens de la région et que c'est de notre devoir, à travers la science et à travers nos décideurs, de montrer que nous sommes en mesure de prendre soin de la nature par le travail que nous faisons, par exemple avec le sol dans ce cas. Je vous remercie. Voilà. Merci, docteur Kuchika, pour ce Je brillant stoppe. exposé. Donc, on va passer à la phase questions. Je stoppe sharing. Oui, pour ceux qui ont des questions, donc vous levez tout simplement la main. Voilà, je vous accorde, bon, on n'est pas nombreux, hein. Donc vous Ouais. passez directement, vous allumez votre micro et vous parlez. Et il faut te dire que ça peut être des questions de toute nature, en fait, hein, par rapport à Oui, oui. l'exposé aussi. Voilà, il y a une question de Monsieur Presley Goma. Ok, en tout cas, je vous remercie. Je suis Christophe. Oui. J'ai très bien suivi, même s'il y a des problèmes de réseau, mais j'ai bien suivi l'exposé que vous avez fait. Et pour moi, c'est c'est très intéressant. Alors,
je veux venir sur le point parce que dernièrement, j'ai eu à participer aussi à une conférence qui parlait de gestion durable des sols. Je rappelle que je suis étudiant en troisième année en sciences agronomiques et forêt et Oui. environnement. Et, Vous pouvez parler un peu plus fort? Merci. Un peu, d'accord, peut-être un peu plus de micro? Oui, merci. Oui, d'accord. Donc, je oui, disais que je vais participer à une conférence qui parlait de oui, gestion durable des sols. oui, On avait que je suis en troisième année en sciences agronomiques. Et ça ouais, parlait à ce que l'utilisation ou encore la valorisation de la matière organique doit faire à oui, ce que nous puissions bien contribuer à la gestion de nos sols plutôt que de tendre oui. vers le chimique. Alors, lorsque vous avez parlé de produits chimiques, la question est de savoir, parce que vous avez dit que c'était contre l'utilisation de produits chimiques pour la valorisation ou encore la vie du sol. Oui. Peut-être Monsieur Hardy a compris mieux la question parce que moi, j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal, I'm Mhm. sorry. Ouais. Alors, Donc, la ces question est produits beaucoup chimiques, plus. ouais. Ouais. OK. Maintenant, aujourd'hui, je peux dire, quelle est la méthode à suivre? Est-ce que c'est un problème de vulgarisation? C'est est-ce que les gens ne soient pas encore déconnectés du monde chimique pour transiter vers une utilisation organique ou encore durable des sols? Est-ce que c'est un problème de communication? Est-ce qu'il faut beaucoup plus miser sur la communication ou bien sur les politiques qu'il faut engager? Ouais. Bon, ça, c'est une question très complexe et en même temps très politique. Moi, je pense que on nous a élevés, quand je dis élevés, hein, moi, j'ai pas fait mes études universitaires au Congo, mais on nous a élevés dans un contexte qui continue à perdurer. Moi, je fais partie d'un réseau qu'on appelle ITPS, donc Intergovernmental Panel sur le sol. Donc, c'est nous qui prenons les décisions au niveau international sur les pratiques qu'il faut faire et tout ça. Donc, chaque région a 5 personnes. Moi, j'y suis récemment. Et donc, même jusque-là, on a du mal avec les collègues camerounais, par exemple. Là, on est Cameroun, cette année, Cameroun, Congo, Gabon, Kenya, Madagascar. On a du mal à faire dire des choses sur l'Afrique. On a tellement de préjugés déjà de l'Afrique en ce qui concerne les sols, sur les sols pauvres, un peu ce qu'on parlait, c'est pour ça que j'ai insisté un peu sur les sols côtières, parce qu'on a toujours dit, depuis la colonisation, hein, qu'il faut aller dans le Niari pour faire l'agriculture, que les sols du coup, on va pas, les cuineaux ne sont pas riches. Et ça, c'est pareil. Donc, on a tellement mis dans la tête des gens qu'il faut mettre des fertilisants pour améliorer son sol, et que malheureusement, nous avons cette possibilité, la population peut avoir des fertilisants qui viennent des pays comme la Chine, et qu'on met sans mesurer, sans savoir ce qu'on les met. Donc aujourd'hui, c'est pas trop la faute des gens parce que les gens disent, ben voilà, jusque-là, on continue à dire, ben là, il y a la faim. Pour arrêter la faim en Afrique, il faut que les sols soient productifs, il faut qu'on utilise les engrais parce que les solutions basées sur la nature ne peuvent pas suffire. Tout en sachant que si on met les engrais comme ils veulent, on aura les sols pollués et ils n'arrivent pas à dépolluer les leurs qui sont déjà pollués. Donc, c'est une question très compliquée. Donc, en même temps, oui, gestion de matière organique, éduquer les gens, oui, mais aussi, c'est un travail qui ne va pas se faire en 5 ans, qui ne se fera même pas en 50 ans. Donc, c'est un processus qui prendra du temps. Oui, effectivement, à la rigueur, à un moment, on disait, oui, vous mettez un peu de produits minéraux et vous mettez la gestion de matière organique, mais vous savez, c'est toujours ça. Donc, on va vous dire, non, mais vos populations augmentent, vous devez les nourrir, donc mettez les engrais. Mais ils savent très bien qu'une fois pollué, on ne pourra pas dépolluer. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, ma position, c'est celle, elle est un peu extrême, mais moi, je pense que aujourd'hui, mieux vaut avoir, surtout que maintenant, nous parlons beaucoup plus de la qualité des aliments. Vous pouvez avoir, vous mettez vos engrais, comme je vois des gens qui produisent des grosses bananes comme ça, des grosses mangues comme ça. Vous la mangez, c'était fait avec des fertilisants. Et l'autre qui a fait sa culture bio avec l'enfouissement de matière organique. Peut-être la mangue est comme ça, mais elle est de meilleure qualité. Donc, c'est des choses qu'il faudra faire en rajoutant tout, en sachant que ça ne durera pas en 2 ans. Je ne sais pas si j'ai répondu. Donc, les fertilisants, moi, je suis une anti-fertilisant parce que, entrant chimique, parce que on ne saura pas gérer, on s'en sera pollué. Voilà. Déjà, même maintenant, ça rend déjà malade. Hein. Bon, je vais m'arrêter sur ça. On a été à Malolo. Là, il y avait des Sud-Africains. On a fait l'échantillonnage parce que maintenant, c'est les Italiens qui prennent. Et je vous jure que les quantités de minéraux, nutriments qu'on a eu, c'est incroyable. Ils avaient foutu tellement de trucs là qu'il faudra, je ne sais pas combien d'années sans en mettre. Et ça ne sera pas le cas. Eux, ils viendront mettre encore. Donc, c'est un peu ça.
la terre garde tout ce qu'on lui donne, hein, elle emmagasine. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Mais je pense que j'en ai aussi une deuxième, si possible. Oui, tu peux aller. Alors, ce ne sera pas vraiment une question, mais beaucoup plus une orientation. Parce que si on revient sur l'objectif réseau des deux, comme vous avez cité, on parle beaucoup de changement climatique et aussi de bonne alimentation des populations. Et nous savons que tendre vers de l'agroécologie ou encore l'agroforesterie contribue fortement à pouvoir pallier ou encore à satisfaire ces objectifs-là. Et s'il y avait des thématiques que vous pourriez me conseiller en tant que apprenant ou encore étudiant en sciences agronomiques pour aller dans cette lutte-là et dans ce combat avec vous, question de promouvoir la gestion durable du sol, quelles seraient les thématiques ou encore les domaines vers lesquels vous m'orientez? Je ne sais pas si je suis bien. Oui, mais bon, a priori, et vous allez faire ces travaux pratiques dans quelle région? Actuellement, je suis au Congo, pas encore, je n'ai pas encore pris de mon thème de soutenance, ni encore pour tout, mais je pense que ça se sera Oui. fait au Congo, je pense. Ouais, mais pourquoi, Rien n'est qu'est-ce encore qui vous clair. empêche de faire, ouais, qu'est-ce qui vous empêche de faire l'agroforesterie? L'agroforesterie, Oui. De ça, faire cela votre va thématique dépendre. sur l'agroforesterie. Votre thématique sur l'agroforesterie, il y a tellement de choses. Je vais aussi examiner ça parce que je pensais à l'agroécologie, à l'agroforesterie Mais et pas mal de. l'agroforesterie fait partie, l'agroforesterie fait partie de l'agroécologie, hein. L'agroécologie, c'est l'ensemble. Ah oui, Ouais, c'est l'ensemble. Parce qu'avec l'agroforesterie, nous sommes dans une région, monsieur, où nous avons plus de 90% des ménages utilisent le bois de chauffe. Donc, du coup, quand vous avez l'agroforesterie, vous aurez pas seulement la qualité du sol, parce qu'il le goût, il change, hein, mais vous aurez aussi le bois en élagant. Et en même temps, on va stocker le carbone par rapport aux effets hein, du changement climatique. Et comme je disais, la nature, quand on la change, vous allez voir que même la biodiversité va, va changer, hein. Là, je ne sais pas si vous entendez les oiseaux qui chantent, mais chez moi, c'est vraiment, on fait la guerre avec les oiseaux, tellement il y a la verdure, donc ils viennent, voilà, ça donne ça. Donc, quand vous allez avoir l'agroforesterie, en même temps, vous allez avoir euh, faire retour sur les sciences du sol, mais en même temps, vous allez aussi contribuer à la sécurité alimentaire, à le bois énergie, séquestration du carbone, et même à grande échelle, comme vous le verrez dans le rapport assessment, le rapport d'évaluation que nous sommes en train de faire, comment ces plantations-là peuvent, à petite échelle, avoir une influence sur le cycle de l'eau. Voilà. Donc, je vous conseillerais l'agroforesterie par rapport aux circonstances dans lesquelles nous vivons en ce moment. d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Pas d'autres questions, apparemment. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Mais il y a pas un appareil pour détecter les sols dégradés ou une politique de suivi de ces sols-là. Vous savez, en ce qui concerne le sol, hein, il y a même un forum qu'on appelle Sol Vivant maintenant qui existe. C'est des trucs vivants, hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un appareil, mais ça ne vous donnera pas les détails que nous avons. C'est vrai que nous avons quelques trucs. Vous pouvez faire l'humidité avec l'eau, pour ceux qui savent ce que c'est. Au toucher, il y a des agrégats, il y a des trucs visibles. Un sol qui est bien agrégé avec plein d'agrégats est un sol sain. Mais ça ne suffit pas. Moi, je pense qu'à la fin, et c'est ça le grand challenge aussi, les analyses de sol sont très coûteuses et les gens ne sont pas portés à les faire, quoi. Et donc, c'est un peu ça, quoi. Mais à la rigueur, mais on sait tout au moins, même sans analyse, Monsieur Hardy, moi, je me rappelle quand je vivais au Cameroun, les agriculteurs plantaient les jachères de Mukuna ou de Pueraria parce qu'ils savaient que lorsqu'ils les plantaient, 2 ans plus tard, ils allaient avoir un meilleur rendement de maïs. Donc, même sans mesurer,
le paysan et ils sont futés, hein, les paysans, vous l'aurez, ils savent très bien. Et c'est pour ça que dans nos cultures africaines, la jachère a toujours existé. Ils cultivaient un endroit, ils disaient que non, le sol est malade, ils allaient ailleurs parce qu'ils savaient qu'à un moment, les rendements, ça ne donnait plus. Donc voilà, sans analyse, mais ils en étaient conscients. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours, il y a beaucoup de choses qu'on pense apporter, on n'apporte pas. Ils ont déjà cette connaissance. La bonne manière de faire adapter, c'est de tenir compte de ce qu'ils savent déjà et de combiner avec les connaissances scientifiques que nous avons. D'accord. Mais s'agissant Bonjour. de... Oui, bonjour. Ah, C'est bon. non, non, euh, Oui. allez, Bonjour, monsieur Ndel. Oui. je- merci, mais je vous félicite déjà pour la présentation. Bien que ça a été pendant la plus grande partie de la présentation, j'étais en route pour le travail, je viens à peine d'arriver, mais j'avais des problèmes de volume, là, donc je n'écoutais pas trop bien. Donc, du coup, je vais quand même intervenir par rapport à la dernière partie que j'ai vraiment suivie, parlant des contaminants, effectivement. Alors, moi, je me poser une question sur la gestion des sols. On parle de l'agriculture et tout, là. Euh, Nous savons aussi que quand il y a eu la révolution pour ce qui concerne l'autosuffisance alimentaire, généralement, plus de population, la demande, elle était grande. Et qu'est-ce que les autres ont fait? Ben, ils ont utilisé des mécanismes, que ce soit de la biotechnologie, de l'agro, enfin, ce qui favorisait pratiquement le développement de la partie alimentaire, de l'agriculture intensive. Donc, on parle là effectivement de pesticides et autres qui aujourd'hui est nocif pour la santé, mais avant, les gens les ont utilisés. Mais ma question, c'est de savoir, est-ce qu'une gestion contrôlée de ces pratiques serait-il favorable pour l'agriculture ordonnée, en fait? Ça, c'est ma question. Je voudrais juste simplement savoir, est-ce que vraiment, si on gère bien ces pratiques, ça serait bénéfique pour nous, étant donné que Oui, nous avons besoin de la qualité. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos pays, on a, on a, on a, on a aussi l'acquisition ou bien la connaissance de ces fertilisants naturels? Là, tu nous parles de l'enfoui comme on faisait à l'époque. On met d'abord de l'herbe, voilà, on retrouve de la bonne, du fumier, comme on l'appelle. Et ensuite, ça se cultive et il y avait des résultats. Bien qu'il y avait quand même une différence avec ceux qui utilisaient ces produits, ces pesticides et autres. Donc, la deuxième question, c'est de savoir, est-ce que nous avons, vous, à votre niveau, est-ce qu'il existe une cartographie de la qualité des sols au niveau du pays? Que bon, savoir des sols qui sont à jour, hein, j'imagine qu'il y en aura déjà, il y en existe, mais est-ce qu'il y a une cartographie qui est actualisée de la qualité des sols et les bénéfices par rapport à l'agriculture? Merci. oui. Merci, monsieur Mandel. Bon, je vais peut-être commencer par la deuxième question. Bon, non. Déjà, la cartographie, vous savez, je, dans, avant de condamner quelque chose, heureusement qu'il y a Internet, vous pouvez faire cette petite expérience. Vous allez tout simplement lancer Sol du Congo, vous allez voir ce qui apparaîtra. Vous lancez Sol du Ghana, vous allez voir ce qui apparaîtra. La dernière, on avait une réunion avec la FAO dans le cadre justement de ITPS. On était deux personnes d'Afrique centrale, Gabon et Congo. La dame qui est à Rome, qui est zambienne, m'a dit, mais il y a un problème. Mais pourquoi dans votre région, c'est la région, nous n'avons pas les résultats? Monsieur Mandel, c'est parce que nous ne voulons pas travailler. Généralement, les données que nous avons très souvent ne datent que de la période coloniale. Vous allez voir, c'est des trucs qui n'ont même pas un truc. Et quand on a la chance, comme ce que je vous ai présenté, parce que c'était dans un projet de intense et fixe, nous avons des données récentes sur les plaines côtières. On peut encore faire le truc. Bon, je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs, mais c'est pour vous dire que les quelques données que nous avons sont là. Il y a le professeur Nzila qui se bat pour la cartographie, peut-être pas la qualité du sol, la cartographie d'elle-même du Congo n'existe pas. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui se font déjà bien. Donc moi, je ne compare jamais à l'Europe, hein, qui se font déjà bien dans d'autres pays d'Afrique comme le Ghana, qui ne se font pas encore chez nous. Donc c'est pour dire qu'elles n'existent pas. Mais déjà, pour arriver à une cartographie, il faut qu'on prenne déjà au niveau des populations, des utilisateurs. Donc on commence ça, en commençant par
les populations rurales, de leur faire comprendre ce que c'est que le sol. Mais ça, c'est des choses vers lesquelles nous allons tendre parce que en ce moment, il y a, je crois, justement, IPC et la FAO qui veut vraiment essayer de booster cet échange au niveau régional parce que nous apprendrons plus en collaboration avec les paysans de Ghana, en collaboration avec les paysans de Turquie, par exemple. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, la deuxième question, ça n'existe pas, les vieilles cartes qui sont là. Mais par contre, localement, on a peut-être des données plus récentes qui pourront faire qu'on puisse faire. Mais par contre, par rapport à l'exemple de la carte que je vous ai montrée, avec des modèles comme le modèle Rotem State qui nous montre, et avec des satellites, on peut avoir des choses comme ça. Donc, ça, on peut le faire. Mais la fertilité reste la même. Et à côté de ça, c'est des vérités qui veulent nous imposer, comme là, c'est le sol riche, ça, vous ne pouvez pas faire, mais en vérité, on peut faire la gestion. Donc, ça va venir à votre deuxième question. Oui, effectivement, avec une bonne gestion. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons, M. Mandel, ce n'est pas seulement la nourriture et le changement climatique, mais on pense aussi au lendemain. Aujourd'hui, avec les changements que nous sommes en train d'avoir, ça nous rejoint. Un sol qui est bien géré, avec des pratiques durables, qui a plus de matière organique, en mesure de garder plus son humidité et son eau, ses nutriments que celui qui est exposé. Regardez les chaleurs qui sont... Bon, vous êtes au Canada maintenant, il fait extrêmement chaud. Donc aujourd'hui, nous avons les... Mais quand on verra à la fin de l'année, les quantités d'eau sont les mêmes, mais la répartition n'est pas les mêmes. Donc vous avez peut-être 3 mois où il va tomber tout, même pas 3 mois, je suis trop gentil, même en deux jours, vous avez les pluies que vous pouvez avoir en un mois. Mais après, les périodes sèches s'agrandissent et on ne peut plus gérer. Alors qu'avec des gestions, des solutions basées sur la nature, pourquoi j'ai insisté pour le Presley qui m'a demandé l'agroforesterie? Parce qu'il y a plein de bénéfices que nous avons. Il y a le couvert végétal qu'on va avoir, il y a ces ombres d'ombre. Est-ce que vous savez que en ayant ces solutions basées sur la nature, on peut jusqu'à changer la température d'une région si c'est sur des grandes étendues, comme ce que nous avons dans le Puy-Loup, nous avons 42 000 hectares qui n'existent plus. Donc, pour revenir à ça, la question la première, et c'est là pour la deuxième, oui, et c'est vers cette solution vers cette voie de solutions durables que nous voulons tendre en éduquant nos populations, notamment les populations rurales, mais faisons que les gens puissent faire de plus en plus d'études là-dessus parce que, quels que soient les résultats qui seront trouvés quelque part, les résultats spécifiques sont toujours nature, sont toujours souhaités parce que les conditions dans l'environnement est très important dans ce que nous avons. Donc, c'est un peu cela, quoi. Mais encore une fois, Monsieur Mendel, je pense que ce que nous apportons, c'est des choses qui se faisaient déjà, qu'on n'a pas su garder. Quand vous regardez dans les traditions, les gens le faisaient. Maintenant, il est question de rééduquer d'une certaine manière ces populations et nous-mêmes avec pour des gestions durables à long terme. Et durable, c'est la même chose, long terme, c'est la même chose, mais qui pourront être incorporées dans nos mentalités. Voilà. Ça va, Non, Monsieur merci Mandel? beaucoup. Non, ça va, merci. Ah oui. Bon, moi, j'ai aussi une réaction. D'abord, Oui. bonjour à tout le monde et Bonjour. bonjour, docteur Kuchika. Bon, d'après ce que j'ai compris, je vois que vous travaillez sur... vous m'écoutez, non? Le son est... je suis audible. Il est parfait. D'accord. Oui. J'ai compris que vous travaillez sur des sols et j'aimerais juste savoir... Bon, j'ai suivi votre exposé, mais ça a été un peu trop technique. Je voudrais savoir si vous avez, comment dire, si vous travaillez sur un domaine bien précis ou plusieurs domaines précis liés au sol. Par exemple, j'ai vu défiler là le carbone, les phosphores. Oui. Oui, Ah, donc c'est là. les domaines que vous entendez par domaine, vous ont pas emplacement? Bon, oui, quelque chose comme ça. Ouais, ben, par exemple, en ce moment, je vais vous parler du projet sur l'agroforesterie. Nous travaillons sur des villages comme Fouta, comment on appelle déjà, Kondi, Singa. Donc, on a sélectionné 6 villages dans lesquels nous avons un site expérimental dans un village qu'on dit ailleurs, c'est les paysans. Parce que moi, ma vocation, en fait, par rapport à mes études, ma vocation, c'est plutôt le transfert des connaissances scientifiques
aux populations. Donc, c'est pour ça que nous faisons des champs de ces populations, nos champs expérimentaux. Vous comprenez ce que je veux entendre? Donc, pour appliquer ce que vous avez dit très technique, effectivement, nous, c'est le défaut que nous avons, les scientifiques, on met nos carbone, azote, bon, on croit que tout le monde est autour, mais c'est pour justement appliquer ce côté technique-là, au côté pratique, hein, en instaurant cette agroforesterie. Donc, en ce moment, on travaille sur l'agroforesterie déjà. Deuxième, on travaille sur les plaines côtières verdigénaux pour voir l'effet de l'exploitation forestière, pas seulement sur le sol, parce que c'est ce que je vous ai expliqué, je ne reste pas sur le sol, hein, je travaille aussi sur l'environnement d'une certaine manière, parce que le sol fait partie de l'environnement. Voilà. Donc, ces deux exemples, je ne sais pas si ça vous suffit. Carbone et, et azote ou phosphore, c'est juste comme des indicateurs pour voir la qualité. Mais en gros, on travaille sur le sol. On peut avoir un projet, on dit allez voir comment se porte le sol à Cailly là-bas. Ben, vous faites l'échantillonnage, vous faites des analyses et vous essayez de mettre justement une partie moins technique en disant voilà, la qualité est bonne, mais par contre, vous avez mis des lieux à mettre des engrais, il est en train de polluer. Voilà, ben, je ne sais pas, ça va passer dans ce sens-là. Ça va comme ça ou bien vous avez Oui, là, j'ai un compris la question. Maintenant, comment dire, j'ai bien compris, la réponse a été claire. J'ai une deuxième question. J'aimerais savoir un peu pour ce qui est des challenges. Des challenges que vous rencontrez, par exemple, sur l'analyse des échantillons. Si, par exemple, au pays, je dirais au Congo-Brazza, il y a, je sais pas, assez de Oui, labos équipés oui, pour oui. tout ce que vous voulez comme résultat, quoi. Oui, justement, ça, c'est une très, très bonne question. Parce qu'en fait, effectivement, nous n'avons pas de laboratoire. En ce moment, le seul laboratoire que nous avons, c'est le laboratoire de l'IRSEM qui est ici à Pointe-Noire, qui te fait l'analyse du carbone avec la méthode Black, qu'on ne fait plus depuis Cala dans les pays occidentaux. Qu'à cela ne tienne donc tous les résultats que vous avez bien vus là, je dis bien tous les résultats, que ce soit le carbone. Le carbone et l'azote, ça a été fait en France. Mhm. Activité bactérienne, fongia, ça a été fait en Italie. Le phosphore, ça a été fait en Espagne. Rien ne s'est fait au Congo. Je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça. Parce que ce que nous avons au Congo, c'est des analyses supplémentaires. Et quand nous arrivons au niveau de politique, moi, il m'est arrivé de poser une question, je venais d'avoir un prix. J'ai dit, mais comment il faut qu'on équipe nos laboratoires? Le ministre du moment m'a dit, mais madame, docteur, vous avez bien eu un prix, non? Bah, ça, c'est la réponse que j'avais eue. Et moi, j'avais honte devant tout le monde. J'ai dit qu'il faut qu'on équipe nos laboratoires. On m'a dit, mais vous avez eu un prix. Un peu comme si je fais cette présentation. On m'a dit, mais vous avez bien les résultats. Ben oui, j'ai les résultats, mais ça n'a pas été fait au Congo. Ben, malheureusement. Donc, de tout ce que j'ai présenté, rien ne s'est fait au Congo. Le seul laboratoire où nous faisons quand même les analyses élémentaires se trouve ici à Pointe-Noire, c'est le laboratoire d'IRSEM. Et les coûts, je vous dis que pour 30 échantillons de sol, si vous voulez faire toutes les analyses élémentaires, seulement carbone, azote, pas aller dans les détails, ça vous fait près d'1 million. C'est vous dire déjà qui peut se le faire. Donc, le combat que nous avons aussi, c'est d'avoir des méthodes comme le NIRS, qui peut coûter assez moins cher dans les 6 000, mais là, ça nous donnera le carbone, l'azote seulement. Mais le vrai problème que nous avons, le vrai challenge, effectivement, c'est pas seulement aussi l'échantillonnage, parce que l'échantillonnage est très bien, les méthodes de mesure, c'est ce qui fait que quand on fait partie de IPCC, le GIEC, moi je fais partie de IPCC, puis quand on arrive à l'Afrique, ben, pas de données. Pas de données, les quelques données qui sont là, voilà, il n'y a pas de données. Et quand on arrive en Afrique, il y a une particularité pour l'Afrique centrale. L'Afrique centrale est en ce moment dernier. Et le Congo encore parmi les derniers, quoi. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Et merci D'accord, pour la merci. question. Ça, c'est une relation, on va pas, c'est une réalité, on va se cacher la tête sous le sable. D'accord, merci. So we are done. En tout cas, surtout pour les Non. sites, surtout pour les jeunes, surtout pour les networks dont je vous ai parlé. Vous pouvez aller sur Internet pour en connaître un peu plus. Vous pouvez en faire partie et c'est comme ça qu'on va faire que cette région aille de l'avant. On compte sur vous parce qu'on est toujours dernier. Moi, c'est difficile pour moi. J'ai fait ma thèse sur le Brésil. Donc, quand j'ai commencé à retravailler sur le Congo, à travailler sur le Congo, parce que j'avais jamais travaillé avant, moi, je suis partie après le baccalauréat, ben, tu regardes, la mentalité déjà n'est pas la même. Et les laboratoires, surtout, et bon, c'est vrai que j'étais en France, hein, je suis allée pour les échanger, j'ai fait en France, mais au Brésil, les universités sont bien équipées, ils n'ont rien à envier à l'Europe. Tu as tout là-bas, les gens travaillent et ils sont bien équipés. Donc, tu arrives chez nous, bon, non seulement on ne bosse pas comme il faut, mais en plus,
on reste un peu, comme disait notre ancienne ministre, Madame Adouki, la science est un bien commun. Donc, ce que nous devons faire, ça ne va pas être évalué au niveau du Congo, mais au niveau international. Donc, on est à l'idée qu'on doit être compétitif avec, pas seulement le Camerounais, mais aussi avec le Coréen, avec la personne, le Groenland, avec la personne qui est aux Philippines. Voilà. Donc, il faut qu'on puisse être en mesure d'être à la mesure, être en mesure d'être au niveau des autres. Hein, pas au niveau que le Congo veut se dire, ben, au Congo, ça se passe comme ça. Non, la recherche n'est pas congolaise. On te fait la recherche, c'est pour être au niveau international, c'est pour que tu sois. La preuve en est quand tu arrives au niveau de tous ces networks-là, on ne prend pas par rapport. Non, bon, au Congo, il n'y a pas d'appareil dans le laboratoire, bon, on va essayer de baisser le truc. Non, on va voir, comme si on a dit, il faut 5 papiers de peer review. Si tu n'as pas les 5 papiers, tu ne passes pas. Voilà quoi. Si on dit qu'il faut avoir tout, le H-index, on va dire, ton H-index va dire, oh non, mais il est du Congo, hein, il n'y a pas de truc là-bas. Donc, le H-index peut être moins de 20, mais non, on va dire, s'il faut un H-index de 20, ça sera 20. Donc, c'est un peu ça. Hein. Je suis un peu dure hein, avec les jeunes, mais vous devez savoir que la compétition est là. Il faut vous y mettre. Si vous êtes au niveau international, faut foncer. Hein. On n'a pas le choix. Il faut vraiment se faire violence pour essayer de rattraper tout au moins au niveau de la région. Parce que nous sommes laissés, hein, nous sommes laissés bien, bien loin, derrière les autres. En tout cas, c'est ça qu'on essaie de mettre en valeur à Congo Science ici, pousser les jeunes à l'excellence, à Ouais. publier des Oui, papiers et et n'hésitez pas d'avoir aussi, des collaborations avec les autres hein, de la région aussi. Hein. Ouais, c'est ah ouais, très important. Mm. et aussi inviter les chercheurs comme vous pour inspirer voilà, les jeunes et avoir de J'ai vu bons qu'il y a, décisions. il y a quelques femmes, là, je vois Solange. Moi, j'aime encourager les femmes. Je ne sais pas pourquoi c'est une femme. Mais toutes celles que Elle j'ai a, invitées là, elles sont pas venues. Le ouais, problème c'est des ça, femmes, c'est ça. malheureusement. Vous savez ce que vous dites là, monsieur Hardy? Je suis Oui, allée dans une... je peux parler. Ah Allô? oui, bien sûr. Oui, s'il vous plaît. Oui, oui, bonjour à tous. Donc, Ben, vous allez m'excuser, je suis à un endroit où je ne peux pas intervenir et en plus, j'ai pris le taureau, en fait, l'affaire au milieu. Donc, j'aimerais beaucoup plus écouter et puis la prochaine fois, commencer un peu plus tôt. Et là, je ne peux pas intervenir. Je suis dans une administration et tout. Donc, je préfère vous écouter d'abord. Merci beaucoup. D'accord. ouais, d'accord. Je vous en prie, ouais. Merci. Merci, madame. Fermez le Merci. micro. Merci. Et donc, j'ai demandé pourquoi les femmes qui étaient là ne travaillaient plus. Vous savez ce qu'on m'a répondu? On m'a dit non, mais non, quand les femmes sont là, elles ont toujours des prétextes, donc on a mis les hommes. Et de plus en plus, une boulangerie, hein, une pâtisserie là, à Cassia, à Pointe-Noire. Et les femmes qui étaient là, on a viré parce qu'elles ne voulaient pas. Donc c'est un peu dommage. Mais donc, Madame Solange et Gloire, je sais pas, c'est une femme, vraiment. Moi, quand j'étais jeune, je faisais ma thèse en France, je crois que j'avais 24 ans, il y a un monsieur qui m'a dit, oh, Stella, noire et femme, tu auras beaucoup à souffrir. Ben, j'étais jeune, hein, j'étais blessée. Je me dis, mais il est raciste. Le gars est décédé, paix à son âme. Mais des années après, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Ça n'a jamais été facile en tant que femme et noire. Ben, tu es obligé de faire 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que les autres. Tu es femme déjà et tu es noire. Donc, tu as les deux. Je suis désolée, c'est une vérité un peu agressive, mais tu as les deux, tu dois faire avec. Et tu es obligé d'avoir une certaine agressivité, une grande concentration pour te faire un nom au milieu de trucs parce que tu n'as pas le choix. Et moi, je pense que les jeunes femmes doivent comprendre que pour percer, c'est un peu ça, quoi. Et surtout si vous êtes au Ouais, ménage, si le comprend, c'est bien. Si le comprend pas, c'est dommage, mais il faut que vraiment faut se faire violence en tant que femme et noire. ouais. Voilà. Noir. Voilà pourquoi on doit boxer la situation comme nous on dit au théâtre. Par rapport à la circonstance, ben, tu dois boxer la situation. On est limité, mais je pense qu'il y a une manière de contourner toutes ces situations, c'est de Oui, se regrouper ou se retrouver entre les personnes où vous avez la même vision. Moi, je trouve qu'aussi oui, les collaborations, hein, ça facilite et ça motive. Disons. oui, Quand on a commencé, nous, tu te retrouves dans un monde où tu ne connais rien, mais à force d'être là, ben, tu comprends effectivement comment ça oui, fonctionne, la science. oui, Moi, je me mets à ta place et quand tu dis que ça a été pas facile, ça a été pas facile, surtout dans ce monde où on est parfois seul.
de ce que nous sommes, de notre couleur, là, c'est vraiment chaud. Oui, oui, Et ah, les ça, gens ouais. sont là en train de regarder ce que tu fais. Moi, j'ai évolué dans un laboratoire où j'étais seul. Dans notre laboratoire, j'étais le seul spécialisé dans mon domaine. Les autres Ouais, faisaient autre chose. Et donc, moi, quand je présentais, tout le monde attendait ce que je lui présentais. Et le ouais, fait de, tu es là, c'est le sourire qui te comble tout le temps, mais après, derrière, c'est une autre histoire. ouais, Donc, du coup, tu ouais, fais attention à tout. ouais, c'est des Et préjugés quand même. Ouais. nous qui sommes, vous qui êtes là-bas, c'est vrai que c'est souvent difficile, hein, je parle des jeunes, mais la seule manière de créer cette force-là, c'est être ensemble. C'est ce que Hardy est en train de faire, ou bien ce que d'autres organisations aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir qu'on puisse se retrouver. Et Lydie aussi, toi dans ton monde, avec tout, ce serait mieux aussi de pouvoir informer et regrouper toutes ces intelligences-là, hein, Oui. faire des Et propositions que ensemble, les gens déjà, puissent se ensemble, présenter. vous êtes plus fort déjà. Oui, ensemble, vous êtes plus fort. Et les jeunes doivent le comprendre, ce qui rend recevoir. Profitez aussi du fait que les Mendel, le Hardy sont ailleurs. Créez les networks. Si vous savez, je suis à ce niveau, après avoir écrit dans des, comme il disait tout à l'heure, dans Nature, je suis dans IPCC, je suis dans ITPS, je suis dans plein de réseaux parce que j'ai un fort network et le network, on le crée comme ça. Vous commencez comme ça, vous êtes en groupe ensemble, créez le network pour qu'on soit comme les autres pays. Vous arrivez, un pays comme le Cameroun qui est en Afrique, qui a presque peut-être les mêmes difficultés, mais les gens se trouvent là-dedans. En plus de ce que vous êtes en train de dire, Monsieur Mandel, vous, à votre niveau là-bas aussi, créez et maintenez les networks. C'est ça qui vous fait avancer. Hein, c'est ça qui va faire que vous vous mettez à publier parce que si on n'a pas ça au Congo, moi, je vois que les jeunes commencent à bouger. C'est peut-être pas encore autant qu'on aimerait, parce que nous, on veut que j'ai plus que ça, mais c'est déjà une bonne chose, c'est un bon début. Mais sachez que la compétition positive a toujours mené de l'avant, quoi. Et surtout les femmes, je vous dis de ne pas lâcher. C'est plus facile, difficile pour vous, pour beaucoup de raisons, parce qu'en plus des préjugés que Monsieur Mendel vient de nous parler, nous avons des préjugés de femmes. Moi, j'ai présenté, comme nous sommes trois côtières, là, nous avons eu la conférence le 7 mai janvier à Brazzaville, à l'hôtel François de Paul. Donc, il y a quelqu'un de la RDC qui est venu me voir, m'a dit, quand on vous a mis à l'estrade, j'ai vu, mais cette petite femme-là, c'est elle qui va présenter. Donc, vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Donc tu se disais, vous voyez, là, je vois la petite femme qui est là, c'est elle qui va présenter. Bon, voilà, quoi. Donc, nous avons, en plus de ce que vous avez les hommes, nous avons encore un truc en plus. Mais les femmes, les jeunes femmes, cela doit vous rendre plus fortes encore. Donc, c'est plutôt, prenez ça positif. Il faut savoir faire des challenges, des atouts. C'est un défi, vous en faites un défi. Comme monsieur est en train de dire là, Mendel, c'est tout, on te regarde, mais ça doit être justement un défi. Tu le transformes en défi et là, tu vas de l'avant. Donc, c'est un peu ça qu'il faut faire. C'est très important. Ouais. Mais comment les femmes doivent gérer le foyer et l'avancement de la carrière? Ça aussi, c'est aussi un Oui, défi. justement, faut qu'elle tombe sur un mari intelligent qui va l'aider. Là, il y a un président du Mali, là, je ne sais pas lequel, qui encourageait sa femme, qui avait un doctorat, elle l'encourageait. Donc, malheureusement, pour les femmes, si tu tombes sur un qui ne comprend pas, ça va être difficile. Mais c'est un monsieur si c'est un monsieur qui a une vision, il comprendra que être à côté d'une femme qui est engagée, intelligente, ne va que le pousser de l'avant. Donc ça dépend beaucoup de l'homme. Et malheureusement, c'est pas aux femmes. Bah, tu peux tomber amoureuse, tu réalises que ce monsieur est comme, bah, là, je peux pas répondre hein, parce que c'est un peu difficile, mais l'idéal serait que justement ces hommes qui encouragent les femmes à, à être, à aller de l'avant. Croyez-moi, ça existe, ils existent, hein, même s'ils sont pas, ils sont peut-être pas tous comme ça. Parce que souvent, le paradoxe de la femme intelligente, c'est qu'elle veut encore un homme plus intelligent. Et Non, souvent, c'est l'homme qui le croit. oui. C'est l'homme qui le croit, moi, je pense. Moi, quand je faisais ma thèse, il y avait une femme, elle est encore ensemble, elle s'appelait Lydie aussi, elle est encore ensemble avec son mari. Lui, il était boulanger, hein, mais il le suivait partout. Il était boulanger, elle a un PhD, elle est directrice de recherche en France et tout ça. Il le suit partout, ils sont ensemble, ils s'entendent bien, ils ont deux enfants ensemble. Donc, c'est aussi, ça dépend des personnes. Effectivement, il y a des femmes aussi qui écrasent les hommes. Donc, on ne peut pas dire, ah, ça c'est un autre débat, on sort du sol. Donc là, c'est devant les gens, quoi. Tout ce qu'on peut dire, Non, bon, mais j'espère tout que ça, ça fait partie, on est dans le mois de mars, ça fait partie de cet non, 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 encouragement-là aux on n'est pas femmes. dans le mois, mais c'est rien à dire. Moi, je veux toujours encourager les femmes vraiment qui sont là, si je vous en prie. Les challenges à ce moment-là, c'est peut-être faire que l'homme comprenne, Ah mais ouais. ne laissez pas ne laissez pas, faut avoir des rêves qui ne peuvent être arrêtés que par le ciel.
Faut Euh, rêver grand. Ouais. Faut rêver grand. Ne vous empêchez pas de rêver grand et chercher à les réaliser. Parce que quand tu rêves petit, tu obtiendras petit. Quand tu rêves grand, ben, tu obtiendras grand, hein. Faut rêver grand. oui, Ouais. Mais d'accord. Lydie, moi, je veux revenir sur les sols. Moi, je Ouais. viens d'un caille. Ouais. La Saris détruit le sol d'un caille Ah depuis oui. les temps, là. Est-ce que Ouais. vous avez quelque chose à dire là, ou bien vous avez des échantillons, Vous savez quoi? Moi, franchement, je me plains. Depuis que je connais quelque chose dans ces histoires, je me rends compte que chez nous, quand on grandissait, on voyait des gens qui travaillaient toute leur vie à la Saris. Au final, ils avaient souvent des... Là-bas, la maladie à la une, c'est... Je sais pas comment, j'ai oublié le nom en français là. Mais ce sont des gens qui ont une toux et ils vomissent le sang. Et c'est Bah oui, mais normal. c'est normal. C'est En fait, il normal. y Ouais. a... La santé ne dit rien. C'est des Je sais produits. pas les Ouais. systèmes de santé, Mm. mais il y a ces pesticides et tout. Mais déjà, vous allez voir que la Saris Congo prend pratiquement, je sais pas, mais c'est vraiment des milliers et des milliers de kilomètres Oui, je sais. Mais pour leur après, ils avaient aller un problème utiliser. là. Il y a 5 ans, ils ont eu un problème de terrain. Les gens commençaient à revendiquer leurs terres et tout ça. C'est sûr, vous savez ce que vous dites là, Monsieur Mandel. Même le random n'utilise plus en Europe, chez nous, on continue à l'utiliser. Donc aujourd'hui, des pays comme la Martinique, qui est un département français, ils ont compris que l'exploitation de la culture de la banane a fait de sorte qu'il y ait des maladies qui se développent bien locales, comme ce que vous êtes en train de faire. Mais comme c'est un département français, ils ont arrêté et on est en train d'indemniser ces gens. Mais chez nous, on ne veut pas faire des analyses. Croyez-moi quand vous irez dire que non, si vous n'êtes pas deux, je vais faire l'analyse, prélever le sol pour analyser, on vous interdira de le faire. Vous comprenez ce que je veux te dire? Mais ça, c'est des choses c'est un combat qu'on peut poursuivre, un peu comme ce que nous voulons faire avec Monsieur Jean-Bruno Bassilois, là, sur les émissions de sulfure de soufre. On va y arriver, même si on ne peut pas avoir ces émissions. On les aura. Et là, on démontrera. Donc, même pour ça aussi, il ne faut pas perdre espoir. Tant qu'il y a, il y a le souffle de vie, il y a l'espoir. Moi, je pense que c'est des choses comme c'était. Moi, je ne savais pas qu'il y avait cette maladie des gens qui vomissaient le sang, effectivement. Ils mettent des engrais Et, qu'on ne met même et- plus et- ailleurs et le sol est dégradé. Et l'environnement, ce n'est pas un environnement sain. C'est pas un environnement sain. mais franchement, je sais pas, le ministère de l'Environnement chez nous, ils ont vraiment du boulot, hein. Et parlons des laboratoires, parce que moi, dernièrement, on m'a posé une question de, de pouvoir estimer les prix, disons, la conception ou le prix d'une station de traitement d'eau usée. Ça a vraiment bouleversé. Mais après, je me retrouve au département. J'ai eu un de mes collègues là, qui effectivement fait conception. Et j'ai dit, mais écoute, moi, j'ai besoin d'une station de traitement d'eau usée. Il m'a dit, ben, nous en faisons ça au cabinet. Donc, on va en parler. Je me dis, ah, là, c'est intéressant déjà. Finalement, les questions qu'on pose, on Eh croit que oui, ce n'est pas notre. Mais on trouve des solutions. Je suis allé, c'est la seule Ouais. question qui est partie avec moi. On me dit, mais si au Congo, on n'a pas une station, mais on doit en avoir. Et comment Ouais. faire? Mais moi, si j'ai pas fait, comment on appelle ça, conception, mais je trouve quelqu'un qui a fait conception. Et j'ai trouvé un collègue qui en a fait, allez, Ouais. aussi qu'ingénieur. Il a dit, mais nous, dans notre cabinet, nous en faisons. Et je me dis, bah, on doit en discuter. Ouais. Mais là, au moins, j'aurai des arguments et tout. C'est vrai qu'il faut faire des conceptions, des études, tout. Bon, ma question, je voudrais quand même savoir aussi, en ce qui concerne les laboratoires, est-ce que c'est possible, vous qui êtes là-bas, de pouvoir, qu'il y ait l'existence de laboratoires qui ne dépendent pas des universités? Par exemple, aujourd'hui, je Moi, crois que, professeur Toumi, on a. Est-ce bien qu'il faut sûr. qu'il Euh, y ait ou bien des Sauf que groupes de ça, sauf, recherche? Hmm. mais vous créez une boîte. Moi, j'ai ma propre structure. C'est vrai que je ne suis pas encore équipée. Vous créez une structure. Vous le faites, vous avez le droit. Mais vous avez le droit de créer. Vous la créez, vous avez les papiers, vous donnez le but. Une fois que vous avez l'accord, vous faites venir les trucs. Mais ça se fait. Vous pouvez le faire. C'est juste de fin. Ouais. Que si, moi, je suis membre du Centre au Québec. C'est-à-dire, dans le Centre au Québec, on retrouve tous les experts dans le domaine de l'eau. Et je vous assure Ouais. qu'il résout les problèmes. Et c'est vrai que il y a des universitaires, mais ce que les gens, par exemple, là, il y a Congo Science. Tu es membre de Congo Science et même dans tes travaux,
Tu présentes Congo Science. Oui, C'est-à-dire, mais ce que il y a la vulgarisation. le point que je n'ai pas dit, il faut que vous soyez quand même agréé. Parce que nous, par exemple, je vais vous parler du sol, de eau, vous êtes de l'eau, mais en ce qui concerne le sol, quand tu vas faire, il faut que vous faites de sorte que, comme Madame Toumi a dû le faire, que ce centre soit habilité, quoi. Vous ne pouvez pas venir de toutes parts, vous mettez aux appareils pour ça faire vos analyses. Personne ne croira à ces analyses-là. Parce que pour un centre soit habilité, il y a des tests qu'on doit faire, des trucs témoins qu'on vous donne d'analyser. Maintenant, là, vous faites agréer. Après, là, vous pouvez faire des analyses qui vont être publiées dans les peer reviews, par exemple. Ouais. Et c'est pour ça qu'on veut que ça soit relié à des universités dans ce sens-là. Si vous voulez être indépendant, donc il faut aller jusqu'au bout de la chaîne. Dans votre cas, pour le Canada, que c'est des comparaisons à ne pas faire, certainement ces centres-là, même s'il y a des universitaires qui sont là, c'est parce que c'est des centres qui sont agréés par Oui, effectivement, l'université. Lydie, on a besoin d'un modèle en tout. On a besoin d'un modèle. Ici, c'est juste l'envie de dire que les gens, que ce soit des universitaires ou ceux du privé, ben, ils peuvent se retrouver pour former une force et résoudre les problèmes. Étant donné que nous sommes dans une situation où il y a peut-être un petit ralentissement au niveau du ministère qui est en charge de la recherche, mais il faut boxer la situation dans une dimension où ben, on se retrouve, qu'il y ait je sais pas, un laboratoire peut-être dans un futur. Parce que Oui, moi, nous, à Centride, on a pensé développer avec ceux qui sont en épidémiologie, parce qu'il y a carence effectivement des données. Et donc, nous, à Centride, on est en train de voir dans quelle dimension, au niveau de l'Afrique, surtout subsaharienne, hein, développer une base de données sur des maladies. Et ça va faciliter parce que nous avons un collègue ici, un jeune étudiant de chez nous, du Congo-Brazzaville, qui est à McGill, qui est une université de référence dans le monde, qui travaille avec des données où son université a acheté ces données. Vraiment, c'est vraiment une somme. Et parce qu'ils ont eu cette difficulté d'avoir des données. Et comme tu es effectivement, pendant ta présentation, tu parlais des datos, des données et des data, il y a cette difficulté qui revient toujours. Et donc, par des organisations, ben, on peut effectivement créer, et justement la comme le fait fiabilité. déjà Ouais. Congo Science avec les articles centrifiés dans certains Mais domaines. ce Voilà. qu'on pouvait faire aussi à Congo Science, hein, vraiment être ensemble, c'est une bonne chose, c'est très loin, mais il faut aller au-delà. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tous ces exemples, rien que les networks dont je vous ai parlé, c'est les networks qui ont de l'argent. Donc, il faut chercher à avoir des projets qui vont apporter. Pas tout ça, on peut pas recueillir des données comme ça, faut qu'on ait de l'argent pour le faire. Et donc, il faut qu'on ait de l'argent aussi pour entretenir. Donc, pour un premier temps, c'est bien que ça existe, ça fait il y a quelques années, mais il faut voir maintenant à voir comment faire pour avoir des projets qui vont apporter de l'argent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la structure, quand vous allez la faire, il faut bien qu'elle fonctionne. Et elle va fonctionner avec quoi? Même l'université n'arrive pas à fonctionner. L'université ne paye que les travailleurs, n'arrive pas à avoir de tous les projets pour faire fonctionner les analyses. Et il y a un autre problème, vous le savez, vous qui êtes à l'étranger en ce moment, moi, je regarde chaque année, et je voulais dire ça pendant que tout le monde est encore là, je regarde chaque année le classement de Shanghai qui existe, comme vous le savez, depuis 2022. Ben, là, en ce moment, nous avons 15 pays d'Afrique qui sont maintenant le Shanghai, alors que depuis quand je regardais avec l'Afrique du Sud et l'Égypte, et dans ces 15 pays, il y a un pays d'Afrique centrale, c'est le Cameroun, avec l'Université de Yaoundé. Et ces classements se font sur les publications, sur le nombre d'étudiants. Donc, les universités, donc il y a vraiment un manque, il y a un truc à relayer. Et quand vous voyez les pays comme le Ghana, un petit pays comme ça, ils ont plein d'universités. Là, je crois que le Kenya, je crois, en a deux seulement. L'Éthiopie doit en avoir six. Le Nigeria, évidemment, c'est un grand nombre. L'Égypte, c'est le plus grand nombre. L'Afrique du Sud, c'est le pays avec des universités les mieux placées, parmi les meilleures. Donc aujourd'hui, ça, c'est un très bon début, mais il faut chercher à aller au-delà. Parce qu'à la fin des fins, M. Mendel et M. Hardy, comme vous le savez, on ne juge pas ce que vous arrivez à mettre, parce que recueillir les données, c'est vrai, il faut que ces données sont publiées. Par exemple, le IPCC pour le changement climatique qui existe depuis 1988. On ne publie que les résultats, on ne tient compte que des résultats publiés. On ne peut pas tenir compte des résultats, que des dates, quelles que soient les méthodes que vous avez, quelle que soit l'université, que ça soit publié. Donc, il y a des choses étape par étape, mais ça, c'est déjà un bon début. Mais surtout, arriver au point où vous êtes Congo Science. Maintenant, voyons comment on peut faire
cela n'empêche pas que vous soyez Congo Science, mais allez aussi dans les Z-Network dont je vous ai parlé, ne fût-ce que les trois là que je vous ai montrés, pour voir un peu par rapport à vos compétences dans votre foyer et comment gagner avec cet échange. Parce que être à l'étranger, c'est bien, mais profiter du fait d'être à l'étranger pour voir comment ça marche pour ramener ce son. Et ça permettra aussi avec Congo Science, c'est bien d'avoir des choses comme ça, des gens qui partent, qui reviennent, qui sont là-bas, qui reviennent. Même si tu es là-bas, tu gardes le truc, mais l'idéal serait que tu puisses revenir, quoi. Bon, c'est dans ce sens-là, mais tout est lié, hein. On ne peut pas tout, on ne peut pas arriver, dès le départ, on ne peut pas arriver au point où les autres sont, mais il faut dire commencer à créer. Il faut dire commencer à créer, il ne faut pas que ce soit un peu comme, sans être négatif, soit, et Kerr, là, quand il a commencé à faire, oh là, l'Afrique du Sud, machin, l'Europe, pouf! Alors que les trucs comme Rwanda, là, a commencé petit à petit, même si maintenant il est boycotté. Donc, en ouvrant, en s'ouvrant petit à petit avec des objectifs, des choses qui sont encore faisables petit à petit, on s'agrandit, en tenant compte aussi de vos networks que vous êtes en train de faire. Et n'oubliez pas que la sous-région est très importante aussi. De faire le network au niveau de la sous-région. Hein, que Ah, vous impliquez dans la sous-région. Ça, c'est très important à développer. On gagne toujours. On gagne toujours à apprendre d'accord. des autres. Voilà. Donc, bon, on verra bien comment mettre tout ça en place. Oui. Voilà. Bon, je crois que ça va. Et, ouais, d'accord. Et surtout, encourager vraiment hein, les jeunes, là, encourager les jeunes femmes. Encourager les Euh, jeunes femmes. Ouais. Il y a Aussi, une question, Gaël, Gaël, je crois, veut poser une question. ah, d'accord. Vous pouvez la lire? Ouais. Monsieur Hardy, vous pouvez lire la question? Gaël Aoucha, vous pouvez parler? Allô? Oui, Vous me Oui, recevez? oui, bien oui, très sûr. bien. Ah oui, merci. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Madame Koutika. Ben, j'ai aussi bien suivi vos conseils. C'est pourquoi je ne Ouais, cessais d'intervenir à travers des emojis là. ouais. Donc, je vous remercie pour votre communication que j'ai pu trouver à mi-chemin. Je n'ai pas suivi le début, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai compris l'essentiel, surtout vos conseils. Et je vous en remercie d'ailleurs. Le challenge, oui, travailler dans les sols avec tout ce qui va avec pour les analyses de laboratoire. Je sais ce que c'est très coûteux, c'est compliqué en Afrique. Et surtout pour nous au Congo avec nos laboratoires. Bon, moi encore, j'ai essayé avec le Sergem. C'est pas toujours facile. C'est de l'argent que je dois sortir de ma poche tout le temps. Mais bon, on fait avec. C'est pas facile, mais bon, on fait avec et j'espère qu'on va y arriver. Et surtout, Ouais, merci pour vos conseils. Merci. ouais. Ouais. Je vous en prie. Tenez bon et continuez. Ouais, ouais. Merci. D'accord. Et si vous avez besoin de, voilà quoi, d'avoir les conseils de Madame Lydie, contactez-moi, on vous mettra en contact. Oui, oui, Elle me je ne donnera manquerai son pas. email. Hein. Merci beaucoup. Merci. Ok. D'accord. Bon. Mais donc, merci à tout le monde. Je crois que je veux couper l'enregistrement. D'accord, ouais, c'est surtout